Bonjour à toutes et à tous, tout d'abord. Alors, pour Vincennes, il y a une cinquantaine d'années, le général de Cossier-Brissac, qui fut l'un des premiers responsables du service historique des armées installé à Vincennes depuis 1949, disait de ce château qu'il était, plus que tout autre lieu en France, un monument évocateur de la grandeur et de la continuité française. Alors, il y avait peut-être un petit peu un côté chauvin de la part de ce militaire, mais malgré tout, Vincennes est un lieu hautement historique, hein, qui n'a pas une histoire linéaire. Ce lieu, on le sait, a connu au cours des siècles bien des joies, mais aussi beaucoup de vicissitudes. Il a alterné période de gloire et de déclin. Il est un de ces monuments encore aujourd'hui peu connus du public, même si on en parlera un petit peu plus tard dans la conférence. Sa fréquentation remonte progressivement, mais c'est un monument qui est le reflet d'un pan entier de la construction de notre nation et de sa continuité politique. Depuis le XIIIe siècle jusqu'à nos jours, l'État sous toutes ses formes, qu'elles soient politiques, militaires, judiciaires, y a pris toute sa place. Et c'est un grand témoin de l'histoire de France, et on va voir dans quelques instants que la Deuxième Guerre mondiale n'y a fait absolument pas exception. Donc le château de Vincennes est parfois considéré comme le Versailles du Moyen-Âge. Il souffre toujours de nos jours d'un déficit d'image, surtout depuis le dernier conflit mondial. Longtemps fermé au public pour cause de restauration, son passé militaire nuit beaucoup à sa visibilité, et ce depuis qu'il est devenu une place forte en 1808. Lorsque le visiteur actuel rentre pour la première fois dans l'enceinte du château, ce n'est pas la juxtaposition d'éléments médiévaux et classiques qui frappe son regard, et c'est plutôt la présence hétérogène de bâtiments plus récents, plus typiques de l'architecture militaire du 19e siècle, et qui brise l'architecture du lieu. L'atmosphère n'est ni celle d'une cité médiévale, c'est plutôt comme le souhaitait Charles V, ni celle d'un palais classique comme le souhaitait Louis XIV, mais c'est une autre atmosphère et son architecture très minérale, un peu austère, rend le site finalement un petit peu aride. Alors, l'émotion qui se dégage en premier lieu quand on connaît son histoire, et notamment récente, n'est pas immédiatement ressentie lorsqu'on franchit la porte d'entrée de la tour du village, qui est l'entrée principale du château. C'est la partie que vous voyez côté nord, hein, en l'occurrence sur la photo que vous avez juste derrière moi. Pourtant, peu de lieux historiques peuvent se prévaloir d'une telle polyvalence dans son utilisation, mais aussi d'une si grande résilience dans un vécu multiséculaire. Depuis 200 ans, on peut dire que l'histoire du château s'est construite autour de l'occupation militaire, pour le meilleur comme pour le pire. C'est en quelque sorte le fil conducteur de son histoire contemporaine. Sous Napoléon, son utilisation par la Grande Armée a évité au château d'échapper de justesse aux destructions envisagées à la fin du XVIIIe siècle. Et lors de la Révolution, il ne faut pas oublier que Louis XVI avait signé un décret pour détruire le château de Vincennes. Donc finalement, c'est la Révolution qui l'a sauvé. Mais paradoxalement, c'est cette même occupation militaire qui a bien manqué de le détruire en 1944. Depuis les tragédies des années 40 et son lot de destruction, que l'on va évoquer dans un instant, et les reconstructions des années 50, ce monument vit en quelque sorte un renouveau. Il est toujours en cours, d'où cette notion de continuité dont je vous parlais il y a quelques instants. Voilà brièvement décrit le contexte du château de Vincennes tel qu'on peut le discerner et le comprendre avec le recul de l'histoire. Maintenant, on va passer dans le vif du sujet et ce qui a amené à toutes ces destructions en 1944 et comment le château et ses collections ont traversé la guerre. Donc, à l'orée du XXe siècle, la place de Vincennes offre, et on vient de le voir, un empilement d'unités militaires et de bâtiments. Artilleurs, chasseurs cohabitent avec des dragons, mais aussi avec des services administratifs interarmes ou non nécessaires à la vie quotidienne d'une garnison qui varie selon les lois militaires du début du XXe siècle entre 3 000 et 7 000 hommes. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, on perçoit cependant une inflexion amorcée dès 1910 dans l'occupation du château qui ne sera plus dévolue uniquement à son utilisation militaire. Lentement, deux institutions fort différentes vont se partager le site. Le ministère de la Guerre d'un côté, qui demeurera l'administration prépondérante, et le ministère des Beaux-Arts qui souhaita y installer des collections. Et grâce aux efforts d'un officier historien, le colonel François de Fossat, qui avait rédigé un ouvrage de référence sur le château dès 1908 et qui a créé les Amis de Vincennes en 1910,
L'ensemble des parties médiévales et des façades classiques fut ainsi classé monument historique dès 1913. La date importante qu'il nous faut retenir est pourtant celle du 27 novembre 1920, où par décret, le donjon, la Sainte-Chapelle et le pavillon de la Reine furent affectés définitivement aux Beaux-Arts pour y recevoir la bibliothèque et le musée de la Grande Guerre. Ces derniers furent installés au pavillon de la Reine et inaugurés en 1925. Là, vous avez des vues qui sont un petit peu postérieures, peut-être des années juste avant la Deuxième Guerre mondiale, mais on voit très bien le pavillon de la Reine, donc, qui était un petit peu dans un aspect quelque peu différent de celui qu'il est aujourd'hui, donc notamment les extérieurs qui sont relativement assez bien dégagés maintenant. Donc là, on a une vue qui est prise à partir du donjon avec la Sainte-Chapelle sur ses côtés. Jusqu'à la veille de la Seconde Guerre mondiale, les collections étaient donc réparties en deux entités distinctes. Le rez-de-chaussée et deux étages du pavillon de la Reine purent accueillir la bibliothèque de la guerre et la bibliothèque de documentation internationale contemporaine, qui a pour acronyme le BDIC. C'est comme ça que je l'appellerai d'ailleurs un petit peu plus tard, c'est un petit peu plus court. Le tout abritait 110 000 volumes, 1000 cartes et photos aériennes, 430 journaux régimentaires, 9000 dossiers d'archives et un grand nombre de collections de périodiques en toutes langues sur l'histoire de la guerre 14-18 et sur la politique internationale depuis le traité de Versailles. Au premier étage du pavillon, dans les anciens appartements d'Anne d'Autriche, étaient installées par contre les collections du musée, avec plus de 170 000 objets très variés, tous en rapport avec la guerre de 14. Cela allait du simple objet du quotidien des tranchées à des timbres, à des photographies, à des céramiques et des verris auxquels il faut ajouter environ 5500 affiches illustrées, 10 000 gravures, 2400 médailles et 3000 peintures ou dessins originaux d'artistes mobilisés ou envoyés en mission à l'époque de la guerre de 14. On y voyait ainsi des Dunoyer de Segonzac, des Flandrins, des dessins de presse, et des dessins de presse de Poulbeau, de Fèvre ou encore de Villette. Beaucoup d'objets très symboliques étaient exposés également dans les vitrines, comme un fanion de l'automobile qui emmena d'Allemagne en Hollande l'empereur Guillaume, des décorations et uniformes du prince Max de Bâle, qu'il n'avait pu emporter après la bataille de la Marne, ou encore le capot troué de balles de l'avion de Roland-Garros. En somme, une présentation relativement très importante, très éclectique aussi, quelque peu oubliée aujourd'hui, mais qui pour l'époque faisait figure de référence novatrice et plus généralement faisait du château de Vincennes un site culturel majeur, tant pour le grand public que pour les universitaires. Il était en quelque sorte un pionnier dans la présentation de certaines collections. En montrant des objets du quotidien et du vécu du soldat en lieu et place de matériel guerrier ou des drapeaux de musées préfigurés par ses choix muséographiques, des grands musées mémoriaux actuels. Le public, d'ailleurs, le public contemporain, ne s'y trompa pas. Cela se traduisit sur le plan de la fréquentation, comme on dirait actuellement, par plus de 35 000 visiteurs dès 1925, 35 000 visiteurs annuels dès 1925. Chiffre qu'il fallut encore accroître dans les années suivantes avec des expositions consacrées à Clémenceau en 1930 ou à Joffre en 1931. À ces collections du pavillon de la Reine s'ajoutaient aussi celles présentées dans le donjon et la chapelle qui retassaient l'histoire du château à travers des dizaines de documents. Donc là, vous allez voir quelques photos de cette époque, notamment la visite d'Albert Lébrun en 1932, lorsqu'il est venu visiter la bibliothèque et le musée de la guerre. L'entrée du musée de la guerre avec l'escalier de la Reine, alors qui a été heureusement qui a été sauvegardé en 1944, qui est un petit peu différent malgré tout aujourd'hui, mais en tout cas son architecture est principalement la même. Donc là vous avez une vue d'avant la guerre, avant les destructions. Là, l'enfilade du musée historique, donc on n'a pas beaucoup d'images de ce côté-là. J'ai eu beaucoup de mal à en trouver, mais qui vous montre un petit peu la présentation telle qu'elle était à l'époque, tout un ensemble vraiment à la fois donc dans ces enfilades, mais de vitrines, de tableaux qui étaient un petit peu accrochés partout au mur. Donc tout ça, malheureusement, a totalement disparu et on en parlera dans quelques instants.
Il enfilait également une autre salle qui se trouve également dans le pavillon de la Reine, qui se trouvait dans les pavillons de la Reine et qui a malheureusement également totalement disparu, qui était la salle des médailles, avec tout un décor du XVIIe siècle. Dernière partie également, donc le tract de présentation du château de Vincennes. Donc c'est un petit peu la publicité de l'époque qui invitait les gens à venir visiter le château. Donc, avec ce descriptif qui montre très bien la double vocation du château de Vincennes en 1939, à la fois lieu de garnison et musée historico-militaire, on comprend mieux la place que ce site avait pris symboliquement pour les gouvernants de l'époque. Cependant, les choses vont effectivement malheureusement changer, puisqu'à partir du 24 août 1939, donc d'ailleurs les informations que l'on a de l'époque disent que c'est à 16h30 que les portes se sont fermées au public. Cette belle organisation qui a été méticuleusement construite depuis une vingtaine d'années, où se côtoyaient civils et militaires, a pris totalement fin. En fermant ses portes au grand public quelques jours avant la déclaration de guerre devenue désormais inéluctable, Vincennes rentra de plein pied à partir de cette date dans la Seconde Guerre mondiale. Dès lors, il devint le poste de commandement du général Gamelin, qui était chef d'état-major de la défense nationale depuis 1938. Pendant près de 10 mois, le château de Vincennes fut au cœur même de l'immense tragédie dans laquelle se joua le sort de la France. La question qu'on peut légitimement se poser est en fait c'est la suivante, c'est savoir pourquoi le château de Vincennes, pourquoi faire de cette vieille forteresse, plusieurs fois centenaire, un lieu de commandement central pour une guerre qui se voulait moderne. Initialement, Gamelin, avec son état-major, devait s'installer à la Ferté-sous-Jouarre, à une 60aine de kilomètres de Paris, aux côtés du grand quartier général des forces terrestres. Et pour des raisons logistiques et surtout de communication avec le gouvernement, Gamelin préféra s'installer à Vincennes, dont le site était initialement destiné à abriter l'amiral Darlan et le commandement de la marine. Par ailleurs, Vincennes a été préféré aux Invalides, était à la fois une place proche de Paris, mais n'en avait pas pour autant les inconvénients, notamment en évitant l'influence politique trop prépondérante de certains ministères. Elle était défendable et les installations militaires ou logistiques étaient déjà opérationnelles depuis plusieurs années. Concrètement, Gamelin disposa ses équipes dans une casemate appelée la casemate T, donc que vous voyez vue du pavillon de la Reine, c'est une vue de l'époque, qui avait été construite bien antérieurement en 1832, qui était située au sud du château, dans la cour royale, et qui reliait le pavillon du roi au pavillon de la Reine. Le tout était séparé du reste du château par une gigantesque palissade en bois. Donc là, vous avez une autre vue, cette fois-ci, c'est une vue sud, donc de l'extérieur du château, qui représente la tour du bois, donc qui existe toujours, mais vous voyez dans les embrasures, les arcades de Levaux, des portes-fenêtres, des fenêtres, donc tout ça était le PC du général Gamelin. Cette casemate qui avait été édifiée au niveau des arcades de Levaux, construite au XVIIe siècle, dont les vides avaient été obturés finalement depuis plusieurs dizaines d'années. Son élévation se faisait sur plusieurs étages qui allaient d'un sous-sol regroupant les cuisines, un standard téléphonique, un rez-de-chaussée abritant les bureaux de Gamelin et ceux de ses officiers, ainsi qu'un premier étage où se trouvaient les chambres donc des gens qui s'y trouvaient, qui y vivaient, et une salle à manger également. Une partie du pavillon du roi, située à l'ouest, était occupée par d'autres salles, utilisées par le reste de l'état-major, comme des lieux de travail ou de distraction, avec une salle de cinéma et même une salle de ping-pong. La cour intérieure du donjon servait, elle, de garage. Les anciens appartements de Charles V dans le donjon, pour leur part, furent transformés en bureaux et la plateforme du donjon en poste d'observation pour la défense contre avion. Nous savons, selon les sources de l'époque, que Gamelin avait auprès de lui 19 officiers et sous-officiers, 70 hommes de troupe et disposait de 10 chevaux, 9 voitures de liaison, 2 camionnettes et de 6 motocyclettes. De Gaulle, qui n'était encore que colonel, vint à Vincennes en mars 1940 pour recevoir un nouveau commandement de division blindée.
De son propre aveu, le bureau de Gamelin ressemblait à celui d'un couvent et était mal éclairé, et je cite toujours De Gaulle, le chef d'état-major travaillant et méditant sans se mêler au service courant. Ce que l'on sait aussi, c'est que l'ambiance de travail varia aussi et beaucoup dans le temps. Les périodes de tension alternant avec celles de calme, celles d'espoir et de confiance avec celles de doute, d'abattement et de frustration. C'est cette organisation quelque peu bureaucratique, rythmée par les réunions, les alertes et les nombreux conflits internes qui demeura en place pendant toute la période de la drôle de guerre jusqu'à l'offensive du 10 mai 40. Quant aux collections, celle de la bibliothèque du BDIC dont je vous parlais tout à l'heure, dont on a vu toute l'importance numérique à la fois qualitative et quantitative, une toute petite partie des livres fut malheureusement évacuée en 1939 dans un hôtel de la rue du Bac. La majorité resta en place, et je dirais bien malheureusement. Au niveau du musée historique, une quantité non négligeable fut transférée au château de Chambord, et ce, dès le début de la guerre. Cela a permis de préserver une grande partie des plus belles pièces. Pour le reste, cela resta en place dans les vitrines ou dans les caisses. Et la priorité était pour les militaires de l'époque, je voudrais dire, bien ailleurs. Dans les jours qui suivirent l'offensive allemande et la percée de Sedan, Vincennes vécut dans une grande confusion, apprenant quotidiennement les reculs sur la plupart des fronts nord, est et du territoire. Le 20 mai, Gamelin laissa sa place au général Guyan, qui devint le nouveau chef d'état-major des armées. 2 jours plus tard, le 22 mai, eut lieu dans la grande salle de l'état-major, donc de la casemate de Végan, un conseil de guerre en présence de Winston Churchill et de nombreux officiers généraux anglais. Le changement d'homme ne bouleversa cependant pas le cours de l'histoire. La situation politique et militaire était malheureusement catastrophique. Le 13 juin 1940, les dernières unités françaises encore en poste à Vincennes évacuèrent le château. Et le 14 juin au soir, les troupes allemandes les remplaçaient. Il s'agissait dans un premier temps d'unités de ravitaillement et de formation sanitaire qui ont été très vite suivies dans les jours qui suivirent de troupes d'opération ayant participé à la campagne de France. Une partie du commandement des forces d'occupation trouva ses quartiers au château avec l'implantation d'une boulangerie, auquel se greffèrent des bureaux du ministère du Transport du Reich. Le château de Vincennes commença dès lors une période d'occupation qui allait durer 1532 jours. De cette époque, nous en avons un descriptif très détaillé, presque jour par jour, qui a été rédigé par le conservateur du musée historique, à savoir André Urtray. Son ouvrage, Les tragédies de Vincennes, qui a été rédigé au lendemain de la guerre, relate avec précision la vie quotidienne et l'utilisation du château par les forces allemandes. Ce qu'il est important de signaler de prime abord, c'est que les troupes d'occupation furent pendant de longs mois déconcertées par l'étrangeté de ce château. Une bâtisse du Moyen-Âge, des pavillons de l'époque de Louis XIV, 2 musées civils, un établissement militaire avec des dizaines de casernements et un ancien poste de commandement, a fortiori ennemi. Bon gré et mal gré, ils s'accommodèrent pourtant de ces nombreux locaux et les officiers allemands occupèrent surtout beaucoup de maisons particulières qui se trouvaient autour du château, puisqu'ils trouvaient que le château n'était pas digne pour eux, et beaucoup justement de André Urtray insiste sur cette partie-là, que les casernements à l'intérieur du château étaient relativement à la fois peu pratiques, mais relativement assez abîmés. Ce que l'on sait à travers les récits d'André Urtray, c'est que les premières dégradations commencèrent au milieu de 1941 avec des vols dans le donjon, notamment d'armes qui avaient été réquisitionnées aux civils vincénois. Ce furent ensuite des destructions dans la chapelle, d'éléments du culte, suivies dès 1942 de nombreuses disparitions, en particulier de pièces historiques préservées jusqu'alors comme des livres ou des tableaux. Plusieurs œuvres d'art furent détruites en devenant des cibles d'entraînement pour des exercices de tir. Les caisses des vitraux du XVIe siècle de la chapelle, heureusement démontées avant la guerre, furent pour leur part installées à côté des stocks de munitions. Au-delà de ces dégradations que je qualifierais de vandalisme sauvage, les collections de Vincennes eurent à souffrir d'une épuration d'État, survenant après le passage de la commission de l'amiral Leray, directeur du Zeughaus de Berlin, qui dès 1940 fut chargé du retour des prises de guerre d'origine allemande ou pouvant porter atteinte à la dignité de l'armée allemande.
Plusieurs centaines de dessins, gravures satiriques et objets disparurent ainsi des collections en 1941. En 1943, octobre 1943 plus précisément, André Urtray arriva pendant quelques mois à préserver l'intégralité du château, grâce à l'appui du général von Stuppnagel, commandant militaire en France. C'était toutefois sans compter la détérioration de la situation militaire pour les troupes allemandes, qui étaient menacées désormais sur de nombreux fronts européens ou en proie à la recrudescence d'attaques venant de la résistance. Le donjon porte d'ailleurs toujours, comme on le voit sur ces diapositives, de cette occupation de nombreux graffitis que l'on retrouve encore sur les colonnes ou sous les escaliers. Donc ça, ce sont des photos que j'ai faites il y a quelques jours, donc qui se trouvent notamment au 4e étage du donjon, où on y voit d'ailleurs donc pas mal de graffitis. Alors, il y a beaucoup de noms hollandais qui sont, alors ça peut sembler un petit peu bizarre, mais je sais un petit peu par différentes personnes qu'il y avait au château beaucoup de Hollandais qui travaillaient notamment dans les régiments allemands, qui étaient des bons mécaniciens, donc ils avaient été recrutés pour ça d'ailleurs, et finalement c'est pour ça qu'il y avait beaucoup de régiments, en tout cas, qui travaillaient pour les Allemands, et c'est pour ça que vous avez d'ailleurs pas mal de noms hollandais qui sont là sur ces colonnes, qui ont marqué un petit peu de leur présence. Et puis, vous avez également, sous la voûte porteuse de l'escalier du roi, encore quelques graffitis de cette époque avec une croix gammée, et notamment le A éclair qu'on voit encore écrit au noir de bougie. Progressivement, début 1944, le visage de l'occupation allemande au sein du château changea. André Urtray le précise assez bien dans son ouvrage. Il dit que jusqu'à présent, les choses se passaient, alors malgré ce que je vous ai dit, mais ça se passait relativement assez bien, entre guillemets. Mais à partir de début 1944, la situation que vous connaissez commença sérieusement à se détériorer pour les Allemands. Et les troupes qui se trouvaient à l'intérieur du château changèrent également de visage. Des unités de chars furent entreposées dans les cours, tout comme on constata l'installation de mars à juillet dans le donjon d'un dépôt d'explosifs auquel s'ajoutèrent 150 tonnes de farine dans la chapelle, prête à être détruite en même temps que le monument. À la mi-août 1944, environ 200 Waffen-SS, issus de 3 Panzerdivisionen en retraite, venant du front de Normandie, prirent possession du château. Leur arrivée allait lourdement ensanglanter les journées de la Libération et faire de Vincennes un haut lieu mémoriel, comme la France en connut des dizaines à cette époque. Entre le 20 août 1944 et le 24 août 1944, alors que les troupes de Leclerc approchaient de la capitale, près d'une quarantaine de résistants furent ainsi fusillés dans le château, dans les douves ou juste à proximité, à l'intérieur du Fort Neuf. Après cette tragédie humaine allait succéder la tragédie patrimoniale. Le 24 août 1944 à 20h30, les derniers Allemands sur le départ firent sauter des caisses d'explosifs positionnées à plusieurs points stratégiques du château, en particulier au niveau des casemates qui jouxtaient les bâtiments classés. Donc là, ce que l'on voit, c'est une des rares images que l'on a vraiment de cette nuit de 1944, où on voit le pavillon de la Reine qui est en feu. Plusieurs gigantesques détonations qui se succédèrent pendant 1 heure, entendues à des kilomètres à la ronde, mirent un terme à l'occupation du château, mais aussi et surtout détruisirent une grande partie des bâtiments du XVIIe siècle et leurs collections. Les dégâts occasionnés furent considérables. Donc là, je vais vous passer tout un ensemble de photos qui vont vous montrer le résultat de toutes ces explosions. Le pavillon du roi fut grandement endommagé au niveau de sa partie sud et sur la toiture qui, heureusement, avait été refaite en partie au XIXe siècle et qui empêchait le feu de se propager. Le pavillon de la Reine, pour sa part, n'était plus que ruines et murs béants, à l'exception de quelques salles historiques situées au nord de l'édifice, ainsi que l'escalier central, celui dont je vous parlais tout à l'heure. Quant aux casemates, leur explosion avait détruit partiellement certaines parties du mur d'enceinte de Charles V, à l'ouest et au sud. Donc là, vous avez différentes vues, notamment du pavillon de la Reine. Donc là, c'est la partie sud du pavillon de la Reine, avec à droite, il faut vous imaginer, donc l'ancienne casemate de Gamelin. En fait, c'est cette casemate qui avait été visée par les explosions
que les Allemands avaient voulu faire sauter. Mais en la faisant sauter, le feu s'est propagé au pavillon de la Reine et qui petit à petit a été totalement détruit. Donc là, vous avez une vue encore plus complète de cette destruction avec la grande embrasure, la grande brèche que vous avez juste là, juste au centre de l'image, avec les destructions sur le pavillon de la Reine, donc qui vous montre l'état du bâtiment. Là, c'est une vue un petit peu plus récente, un an ou deux après l'explosion, où on voit que certaines parties ont déjà été un petit peu, une partie des gravats ont été enlevés, et où la casemate de Gamelin a été également en partie retirée. Les embrasures de l'arcade de Levaux ont été refaites. Donc là, on est aux années 1946-1947. Vous avez également une autre vue, une autre partie d'une brèche également, donc avec les casemates. Alors ça, c'est une vue qui est plutôt côté ouest du château, donc avec les casemates qui dataient du 19e siècle, notamment de Louis-Philippe et de Napoléon III, qui ont également sauté. Ça, c'est l'intérieur du pavillon de la Reine en 1944, tel qu'il était, donc où tout le toit s'est effondré sur l'ensemble à la fois des collections et aussi de toutes les installations qui se trouvaient à l'intérieur, toutes les décorations. Également, autre vue, ça cette fois-ci, c'est plutôt l'intérieur du pavillon du roi, qui lui a un petit peu moins souffert, mais malgré tout, il y a eu énormément de dégâts. Ça, c'est l'escalier central du pavillon de la Reine qui, lui, a été un peu moins endommagé. Tout à l'heure, je vous avez montré une vue intérieure mais qui datait des années 30. Donc là, vous voyez cet escalier central qui a été en grande partie sauvegardé, mais qui a fait l'objet d'une très forte restauration après la guerre. Ça, c'est donc la dernière vue de ces destructions qui vous montre le côté, cette fois-ci toujours le côté ouest, au niveau des courtines, et vous avez un Panzer qui est devant, qui a été soufflé également par l'explosion. Donc à la fin d'août 1944, l'état des lieux était effarant au niveau du patrimoine bâti et historique. Et comme le dira André Urtrait dans son ouvrage, tout un passé est mort. Donc là, vous voyez notamment donc, disparu la grande salle des gardes d'Autriche avec le grand plafond Apollon et les Muses que vous avez sous vos yeux, qui datait du XVIIe siècle et qui avait été fait par Michel de Rigny. Disparu également les voussures des appartements attribués à l'école de Philippe de Champaigne, tout comme les superbes boiseries encore intactes qui avaient connu les premiers mois du règne de Louis XIV. Boiserie dont le Bernard, lors de son voyage à Paris, avait loué la qualité de sculpture encore plus belle que celle du Louvre. Disparue aussi une partie des collections de la bibliothèque contemporaine. 17 000 ouvrages, 11 000 pièces exposées, 2 300 collections de périodiques, soit 1/6 du fonds. Pour les œuvres originales, entre les pillages, les prélèvements, l'incendie de 1944, on peut dire que 45% des collections disparurent, dont 95% des photographies imageries. Le fonds des périodiques russes, antérieurs ou contemporains de la Révolution de 1917, brûla dans sa quasi-totalité. Une cinquantaine de Dufy se volatilisèrent également sans savoir comment. Volés, incendiés, et ça on ne le saura jamais. La Sainte-Chapelle ressortit en grande partie intacte, mais la plupart des meneaux et des remplages des baies latérales avaient été soufflés. Quant au donjon, contrairement à celui de Coucy en 1917, il fut presque dire miraculeusement épargné. Non pas par charité ou par bienveillance, mais par manque de temps, car les troupes allemandes y avaient entreposé des caisses d'explosifs prêtes à être amorcées. Comme je vous l'ai dit en début de cette intervention, Vincennes, au lendemain de la guerre, était un château totalement dévasté, mais c'était aussi un château à la recherche d'un nouveau départ. Et ça, c'est totalement le paradoxe, en quelque sorte, de cette conférence qui montre toutes les destructions. Mais on peut étonnamment dire que si l'épisode tragique de 1940-1944 a endommagé à jamais ce château, notamment au niveau des intérieurs des pavillons de la Reine et du Roi, détruit de nombreuses collections, il a été aussi à l'origine de sa renaissance et en quelque sorte d'une nouvelle grandeur que le site avait perdue finalement depuis le XIXe siècle. C'est là, comme je vous le disais à l'instant, tout le paradoxe de cette guerre de 1940. Les destructions de 1944 ont hâté la désaffection partielle du château et sa restauration complète, qui a été effectuée en grande partie par l'architecte Jean Trouvelot, inspecteur général des monuments historiques.
35 ans de travaux furent finalement nécessaires pour ressusciter l'œuvre de Charles V et de Louis XIV. Le site a pu retrouver des éléments d'architecture classique qui avaient disparu depuis Louis-Philippe et Napoléon III. Après des années consacrées à des travaux d'étaiement et de sauvetage d'urgence, le travail de mise en valeur a été entamé dès 1947 et a permis de reconstituer à l'identique des parties qui avaient totalement disparu, comme la colonnade de Levau, détruite volontairement dès 1839. De la même façon, ces destructions ont permis de dégager des ensembles architecturaux plus anciens, incorporés au fil des décennies dans tout un système défensif. C'est tout un système défensif de casemates voûtées à l'épreuve des bombes. C'est le cas pour l'Arc de Triomphe de Levau, édifié en 1660. Donc là, je vous montre quelques vues. Donc ça, c'est une vue actuelle de la cour royale avec le pavillon du roi et le pavillon de la reine, avec les arcades de Levau. Ça, c'est une vue du château au XVIIe siècle. Et puis, le portique de Levau qui a été totalement reconstitué, enfin une grande partie reconstituée avec le travail de Jean Trouve. Donc, je ne parle pas des extérieurs, en particulier côté sud et ouest, où les systèmes défensifs qui existaient jusqu'en 1944, qui étaient recouverts de taillis et de futaies, ont laissé place à des glacis parfaitement entretenus, redonnant toute la visibilité au château, comme on pouvait le voir au XVIIe siècle sur les gravures. Au pavillon du roi, la démolition de faux plafonds et de cloisons a permis de dégager l'ensemble de l'ancienne antichambre de Marie-Thérèse. Les décors peints furent reconstitués ou restaurés. De nombreux planchers et cloisons ajoutés au fil des siècles furent pour leur part supprimés, redonnant au premier étage du monument un lustre qu'il avait perdu depuis bien longtemps. Donc là, je vais vous montrer tout un ensemble de photos. Donc ça, c'est l'antichambre de Marie-Thérèse d'Autriche. Ça se termine. J'ai fini de toute façon. Donc là, vous avez quelques vues. Ça, c'est le pavillon du roi de nos jours, avec des décors qui ont été reconstitués, donc qui sont maintenant imbriqués dans le service historique de la Défense. Idem pour la salle des gardes, qui a été également reconstituée d'une façon peut-être un peu imaginaire, mais malgré tout qui redonne un peu le côté Louis XIVien. La salle des emblèmes, qui est désormais utilisée par le service historique de la Défense, avec tous les drapeaux des régiments disparus. Alors, à l'extérieur, il y a également le pont dormant du Châtelet du Donjon, qui enjambait le fossé qui a été comblé au XIXe siècle, qui a été en partie dégagé. Donc, en 1948, le journal France Illustration titrait à la une de l'un de ses numéros « Le château renaît à la vie ». Des dizaines d'années furent pourtant encore nécessaires pour faire oublier cette nuit du 24 août 1944. Les dernières stigmates des explosions se voyaient encore du côté ouest à la fin des années 80. Là, c'est une photo qui date des années 80. Et il est d'ailleurs prévu dans les années futures à ce même emplacement, donc juste derrière ce mur, des travaux de grande ampleur dans le cadre de la Cité des Archives qui a été initiée par le ministère des Armées. Donc, ma conclusion est la suivante. Si une partie du patrimoine bâti ou mémoriel a malheureusement disparu à tout jamais, l'épisode de 1944 a marqué indubitablement un tournant décisif pour le château. Cette date, malgré les drames et l'épisode tragique qui ont lancé Angleterre, fut sans nul doute une période charnière. Les transformations initiées dès 1945 furent à la source d'une dynamique patrimoniale sur laquelle sa gestion actuelle repose d'ailleurs toujours aujourd'hui. L'édifice qui se voulait une cité idéale pour Charles V offre de nos jours un panorama rajeuni et de nouvelles perspectives patrimoniales au sein d'architectures totalement restaurées et en plein devenir. Véritable forteresse militaire durant la guerre, presque détruite en 1944, Vincennes accueille de nos jours chaque année plus de 200 000 visiteurs de tous horizons. Néanmoins, si cette émergence de touristes et de chercheurs fait aujourd'hui oublier les bruits de bottes des années 40, il ne faut surtout pas omettre que l'épisode 1940-1944 restera comme une marque indélébile, profondément enfouie dans la mémoire des murs de ce monument. Voilà, je vous remercie.